Un samedi soir de mai 2014, les rues de Marseille résonnent de musique, de voix jeunes et d'éclats de rire. Le printemps a ramené la douceur, et dans certains quartiers, les balcons ouverts laissent filer l'odeur des grillades et le brouhaha des conversations. Dans un petit pavillon de la périphérie nord, une adolescente de 15 ans, souriante, enfile une robe simple à fleurs qu'elle a choisie avec soin. Elle s'appelle Camille Desforges. Pour elle, cette soirée est un rendez-vous particulier, la fête d'anniversaire d'une camarade de classe. Une soirée comme tant d'autres, pour des collégiens impatients de goûter à la liberté, mais qui, pour Camille, sera la dernière. Dans la maison familiale, l'atmosphère est à la fois détendue et nerveuse. Sa mère, assise à la table de la cuisine, l'observe préparer son sac. Son père, déjà fatigué de sa journée de travail, jette un regard inquiet sur l'horloge murale. 15 ans, c'est l'âge des découvertes, mais c'est aussi l'âge où l'innocence bascule dans une autonomie encore fragile. Camille insiste, promet de rentrer tôt, d'envoyer un message dès que la soirée sera terminée. Ses parents, après une brève hésitation, cèdent. La jeune fille quitte le foyer peu après 20 heures, son sac sur l'épaule et un sourire accroché aux lèvres. Quelques heures plus tard, alors que la musique bat encore dans le salon encombré d'adolescents, Camille disparaît, sans bruit, sans explication. Ses amis racontent de l'avoir vue sortir quelques minutes dans le jardin, puis plus rien. Comme si la nuit marseillaise l'avait engloutie. À 2 heures du matin, le téléphone de la maison familiale sonne. Ce n'est pas Camille, comme ses parents l'espéraient. C'est la mère de son amie, inquiète. Elle demande si la jeune fille est rentrée plus tôt. Non, répond la mère de Camille, le cœur soudain glacé. Une angoisse diffuse s'installe immédiatement. Dans cette banlieue populaire, les disparitions ne sont pas rares, mais elles sont souvent brèves, liées à une fugue ou à une escapade nocturne. Pourtant, quelque chose, dans le ton de la voix de l'amie, dans ce silence au bout du fil, annonce une gravité inhabituelle. Le père enfile une veste à la hâte, reprend la voiture et file vers la maison de la fête. Sur la route, l'air de nuit est lourd, chargé d'humidité. Marseille dort mal, toujours traversée de bruits lointains. Des scooters, des chiens qui aboient, des éclats de voix étouffés. Mais pour lui, cette nuit n'a déjà plus la même saveur. Quand il arrive sur place, il découvre un jardin encore jonché de gobelets en plastique, d'assiettes en carton et de restes de gâteaux. Les adolescents, fatigués, s'éparpillant peu à peu, personne n'a vu Camille partir, personne n'a entendu de cris, elle s'est simplement volatilisée. À 4 heures du matin, l'inquiétude a dépassé le seuil du supportable. La mère compose le numéro des urgences. Au commissariat, l'agent de permanence répond avec une lassitude qu'on devine habituelle. Elle a 15 ans, madame. Peut-être une fugue, une dispute, un copain. Attendez quelques heures, elle va sûrement revenir. Mais la mère insiste, elle connaît sa fille. Camille n'est pas le genre à partir sans prévenir. Elle n'a laissé aucun mot, aucun indice. Et surtout, son téléphone, retrouvé éteint au fond de son sac, abandonné dans un coin du jardin, laisse planer une ombre sinistre. Finalement, une patrouille est envoyée. 2 agents se présentent à la maison familiale, prennent des notes, enregistrent la disparition. Leur ton est rassurant, presque banal. Mais leurs regards se croisent, lourds de ce doute qu'ils ne peuvent exprimer à voix haute, dans une ville où les faits divers s'accumulent, où la frontière entre fugue et drame est mince, chaque disparition est une énigme qu'il faut trier avec méthode. Mais dès cette première nuit, quelque chose cloche. L'absence de téléphone, le silence total de Camille, l'absence de conflit familial connu, tout cela ne correspond pas à une simple escapade adolescente. Dans le quartier, quelques voisins disent avoir vu une silhouette féminine marcher seule le long de l'avenue peu après minuit. D'autres évoquent une voiture noire stationnée non loin de la maison. Mais les souvenirs sont flous, confus, noyés dans l'obscurité et dans l'alcool de la fête. À mesure que l'aube se lève sur Marseille, une inquiétude croissante envahit les parents. Leurs regards se perdent dans le vide, comme si chaque seconde écoulée éloignait un peu plus leur fille. À 6 heures, le ciel s'éclaircit doucement. Les façades ocres de la ville se réveillent sous une lumière pâle. Mais dans la maison des Desforges, c'est une nuit sans fin. Le petit déjeuner reste intact, la cafetière refroidit sur la table, la mère n'arrive pas à parler, le père lui tourne en rond, incapable de s'asseoir. La police, revenue sur place, commence à inspecter les alentours. Mais dans cette immensité urbaine, où chaque ruelle pourrait être une cachette et chaque visage une énigme, la tâche s'annonce colossale. La disparition de Camon ne ressemble pas à une fugue et déjà les premières heures d'angoisse se transforment en une conviction insupportable. Quelque chose de grave est arrivé et ce n'était que le début. Par cette première nuit d'angoisse, une certitude s'impose lentement à la famille Desforges. Camille n'est pas simplement en retard, elle n'est pas partie d'elle-même. Pourtant, au matin, la police hésite encore à déclencher une procédure lourde. Les agents parlent d'attendre 24 heures, rappellent qu'à cet âge, les fugues sont fréquentes. Mais la mère ne lâche pas. Elle insiste, multiplie les appels, décrit encore et encore sa fille, ses habitudes, ses peurs.
Elle souligne ce détail glaçant. Le téléphone retrouvé éteint dans son sac, abandonné sur place. Un adolescent qui fugue n'oublie pas son téléphone, et ce simple fait, à ses yeux, vaut tous les arguments. Dans la maison familiale, la vie quotidienne s'est arrêtée. Les volets sont restés fermés, les lits défaits. Sur la table, les assiettes du petit déjeuner sont intactes, comme si le temps avait figé la maison dans un état de sidération. Le père, d'ordinaire discret, se met à arpenter chaque pièce, comme s'il espérait que Camille réapparaisse soudainement au détour d'un couloir. La mère, elle, ne cesse de composer des numéros. Celui des camarades, celui de la mère de l'ami, celui de l'hôpital. Chaque réponse négative est un coup de massue. Le quartier s'éveille et la nouvelle se répand vite. Marseille est une ville aux 1000 visages, mais dans ses lotissements de la périphérie nord, les familles se connaissent, s'entraident. Les voisins sortent dans la rue, chuchotent d'entre eux, apportent un soutien maladroit. Certains affirment avoir entendu des pas rapides dans la nuit, d'autres jurent avoir vu une voiture s'éloigner vers la nationale. Mais rien n'est précis. Rien n'est vérifiable. Et déjà les rumeurs s'installent, nourries par la peur collective. En fin de matinée, la police finit par prendre la mesure de la situation. Une équipe se rend sur place pour effectuer les premières constatations. Le jardin de la maison où s'est tenue la fête est encore couvert de traces. Des papiers froissés, des bouteilles vides, des gobelets abandonnés. Les enquêteurs photographient chaque détail, interrogent les adolescents encore présents. Mais les souvenirs sont vagues, éparpillés. Beaucoup avaient bu, d'autres dansaient à l'intérieur quand Camille est sortie. Personne n'a remarqué son absence immédiate. Personne ne peut dire si elle est montée dans une voiture, si elle a pris la route seule, ou si une ombre l'attendait dans la nuit. Pour les parents, c'est le début d'une attente insupportable. Les heures passent et deviennent des murs infranchissables. Le téléphone reste muet. L'image de Camille, avec sa robe fleurie, son sac en bandoulière, s'imprime dans leurs esprits comme une photographie obsédante. Dans le silence du salon, le tic-tac de l'horloge devient une torture. Chaque minute écoulée éloigne un peu plus la possibilité de la retrouver saine et sauve. Au-delà de la maison, Marseille vit son quotidien. Dans le vieux port, les terrasses de gare se remplissent, les marchés s'animent, les touristes déambulent. Mais dans les coulisses de la ville, une inquiétude discrète prend forme. La presse locale, toujours à l'affût d'un fait divers marquant, relaie dès l'après-midi l'annonce d'une disparition inquiétante. Une photographie de Camille, prise lors d'un voyage scolaire, apparaît dans les colonnes numériques. Son sourire timide, ses cheveux châtains mi-longs, son regard doux, autant de détails qui humanisent immédiatement l'affaire et frappent les lecteurs. Les journalistes décrivent une adolescente sans histoire, issue d'une famille discrète, bonne élève, appréciée de ses professeurs. Rien dans son profil ne correspond à une fugue. Et cette contradiction, entre l'adolescente sage et la disparition brutale, nourrit déjà les premières spéculations. Dans les forums locaux, sur les réseaux sociaux, chacun y va de son hypothèse. Un enlèvement, une rencontre en ligne qui aurait mal tourné, un rôdeur dans le quartier. La machine médiatique s'emballe doucement, et avec elle, l'angoisse des proches. Au commissariat, une cellule spéciale commence à s'organiser. Les policiers reprennent les témoignages, recoupent les horaires. Ils inspectent le sac retrouvé dans le jardin, constatent l'absence d'effets personnels importants. Pas d'argent, pas de papier, pas de téléphone, rien qui laisse penser à une préparation de fuite. Pour les enquêteurs, le dossier bascule. La mention fugue est rayée. On parle désormais d'enlèvement ou disparition inquiétante. Le soir venu, une première battue est organisée. Des dizaines de bénévoles, voisins, amis, camarades de classe, sillonnent les rues, les terrains vagues, les chemins menant vers la colline. Certains scandent son prénom, d'autres collent déjà des affiches avec sa photo. La ville entière semble mobilisée. Mais la nuit tombe à nouveau sur Marseille, et avec elle, une chape d'impuissance. Camille reste introuvable. Pour ses parents, c'est la première nuit sans sommeil. Dans le salon, les deux s'installent sur le canapé, incapables de rejoindre leur lit. Le téléphone est posé sur la table basse, allumé, prêt à sonner. Chaque vibration, chaque son dans la rue fait bondir leur cœur. Mais rien ne vient, juste le silence, lourd, interminable. Dans leur esprit, une certitude se dessine, douloureuse. Camille en est plus simplement perdue. Elle est en danger. Et dès le lendemain, l'affaire prend une autre dimension, car ce qui n'était encore qu'une disparition locale va bientôt attirer l'attention de tout le pays. Camille Desforges avait 15 ans, un âge où l'adolescence hésite encore entre l'enfance et la maturité. Ses proches la décrivaient comme une jeune fille douce, attentive aux autres, réservée mais lumineuse dans ses sourires. Au collège, elle n'était ni la plus populaire ni la plus effacée. Elle faisait partie de ce cercle discret d'élèves sérieux, travailleurs, qui se tiennent à l'écart des conflits, mais que l'on remarque par leur constance. Ses professeurs parlaient d'une élève appliquée, curieuse, passionnée par la lecture et les langues étrangères.
Elle rêvait de devenir traductrice, ou peut-être professeure d'anglais. À la maison, Camille était fille unique. Ses parents, modestes mais attentionnés, avaient construit autour d'elle un cocon protecteur. Son père, ouvrier dans une entreprise de logistique portuaire, travaillait souvent tard, mais trouvait toujours un moment pour s'asseoir avec elle et discuter de ses projets. Sa mère, auxiliaire de vie, incarnait la tendresse et la rigueur. Dans leur pavillon de banlieue, la vie était simple, parfois difficile financièrement, mais empreinte d'une chaleur familiale sincère. Pour ses parents, Camille représentait l'espoir d'un avenir meilleur, la promesse d'une génération qui dépasserait les limites imposées par leurs conditions. Ses amis, eux, avaient une image plus contrastée. Camille, disait-il, savait écouter mais se confiait peu. Elle riait volontiers, participait aux sorties, mais gardait toujours une certaine distance, comme si elle préservait une part secrète de son monde intérieur. À l'école, elle s'était rapprochée de quelques camarades, notamment Julie, sa meilleure amie depuis l'enfance, et Amel, une nouvelle venue avec qui elle partageait un goût pour la musique. Julie affirma plus tard que Camille, malgré son apparente tranquillité, traversait des moments de doute. Elle évoquait parfois un sentiment d'étouffement, le poids des attentes parentales, l'envie de liberté, rien cependant ne laissait présager une disparition volontaire. Dans les semaines précédant le drame, certains détails avaient pourtant intrigué son entourage. Julie se souvenait d'un changement subtil dans son comportement. Camille passait plus de temps sur son ordinateur, consultait son téléphone avec insistance, s'isolait dans sa chambre plus souvent qu'à l'accoutumée. Quand ses amis lui posaient des questions, elle se contentait d'un sourire vague, éludait les interrogations. Était-ce l'éveil d'une première histoire d'amour, un secret d'adolescente, jalousement gardé, ou déjà l'ombre d'un danger qui planait sur elle? Du côté des parents, la perception était différente. Ils voyaient en leur fille comme une adolescente encore fragile, pas prête à prendre de grands risques. Ils ne soupçonnaient rien sinon la possibilité d'un flirt innocent, d'une curiosité naissante. Ils ignoraient si elle avait entamé une correspondance en ligne, s'était inscrite sur un réseau social qu'ils ne connaissaient à pas. Et pourtant, c'est précisément dans ces zones d'ombre que les enquêteurs allaient en chercher les premières pistes. Autour d'elle, d'autres protagonistes entraient peu à peu en scène. Il y avait les adolescents présents lors de la fête, chacun porteur d'un fragment de vérité, d'un détail susceptible d'éclairer l'affaire. Certains se souvenaient de l'avoir vue discuter avec un garçon plus âgé, aperçu brièvement dans le jardin. D'autres assuraient qu'elle s'était isolée quelques minutes près du portail, comme si elle attendait quelqu'un. Mais les témoignages divergeaient, se contredisaient parfois, brouillant davantage le fil des événements. Parmi ces témoins, un nom revint avec insistance, celui de Thomas, un garçon de 16 ans, voisin d'un des invités. Selon plusieurs camarades, il avait échangé quelques mots avec Camille dans la soirée. Certains affirmaient qu'il la suivait du regard avec insistance, d'autres prétendaient qu'il lui avait proposé de sortir quelques minutes. Mais interrogé par la police, l'adolescent nia toute implication, affirmant qu'il était parti avant minuit. Ses parents confirmèrent sa version, parlant d'un retour au domicile vers 0h30. Pourtant, dans les carnets des enquêteurs, son nom resta souligné d'un trait rouge. Et puis il y avait ce témoignage plus flou, celui d'une voisine qui prétendait avoir vu une voiture noire, garée non loin, moteur tournant peu après minuit. Une berline, peut-être une Renault ou une Peugeot, difficile à dire. Elle évoqua la présence d'un homme à l'intérieur, silhouette indistincte. Mais aucune autre trace ne vint corroborer ces dires. Était-ce un simple hasard ou le premier indice d'une traque soigneusement planifiée? Peu à peu, les portraits se croisent, se superposent. Camille, l'adolescente discrète, figure de l'innocence, apparaît dans un réseau complexe de liens. Famille aimante, amis proches, camarades de fête, voisins attentifs. Mais parmi tous ces visages, lequel détient la clé de sa disparition? Est-ce dans son cercle intime que se cache la réponse ou bien à l'extérieur, dans l'ombre de ces rues marseillaises où rôdent parfois des inconnus menaçants? Ce qui est certain, c'est que plus les enquêteurs avancent, plus les contradictions s'accumulent. Et derrière l'image lisse de l'adolescente modèle, des failles discrètes commencent à se dessiner, laissant entrevoir un terrain plus fragile qu'il n'y paraissait. Alors que la ville se mobilise et que les médias relaient son portrait, une question obsédante surgit déjà. Camille connaissait-elle son agresseur ou a-t-elle été happée par un piège imprévisible? Une question à laquelle l'enquête, désormais, devra impérativement répondre. Dans les jours qui suivent la disparition de Camille, la tension monte inexorablement. Les battues se succèdent, des affiches fleurissent sur les murs, dans les stations de bus, jusque dans les commerces du centre-ville. Partout, le visage souriant de l'adolescente interpelle les passants. Disparition inquiétante. Avez-vous vu Camille Desforges? Mais derrière cet élan collectif, un malaise grandit. Car, malgré les efforts, malgré les témoignages, aucun indice concret ne surgit. Comme si la jeune fille s'était évaporée dans la nuit, c'est dans ce vide que naissent les fissures. Les premiers doutes apparaissent insidieux.
Certains se mettent à chuchoter que Camille aurait peut-être volontairement disparu. Une fugue amoureuse, un rendez-vous secret qui aurait mal tourné. Les rumeurs circulent, se nourrissent des non-dits, s'épaississent au fil des conversations. Pour les parents, ces insinuations sont insupportables. Ils connaissent que leur fille. Ils savent qu'elle n'aurait pas laissé son téléphone, ni inquiété volontairement ce qu'elle aimait. Mais l'opinion publique, avide d'explications simples, se laisse parfois séduire par ces hypothèses faciles. Dans le voisinage, les regards changent. Certains amis de la famille évitent désormais d'évoquer le sujet, comme si la disparition était contagieuse, comme si le silence pouvait conjurer le drame. D'autres, au contraire, se montrent envahissants, pressants, exigeant des détails que les parents ne peuvent donner. Le père de Camille, déjà épuisé, perd patience. Dans les réunions improvisées, il hausse le ton, se dresse contre ceux qui insinuent une fugue. La mère, elle, se replie davantage, perdue dans un mutisme douloureux, fixant sans cesse la photographie de sa fille accrochée dans le salon. Pendant ce temps, les enquêteurs s'acharnent. Les relevés d'appels du téléphone portable sont passés au crible. Les derniers messages échangés remontent à 23h12, quelques banalités avec Julie, sa meilleure amie. Après cela, silence total, pas de discussion suspecte, pas d'appel inconnu. Mais un détail intrigue, quelques jours avant la disparition, Camille avait longuement navigué sur des forums et des réseaux sociaux. Les policiers de la brigade cyber tentent de remonter les traces. Ils découvrent qu'elle échangeait avec un profil masculin, pseudonyme anodin, avatar générique. Les conversations sont lacunaires, parfois effacées. Mais certains passages laissent entrevoir un lien plus intime, des confidences, des promesses de rencontres. Cette découverte agit comme une première brèche dans l'image de l'adolescente sage. Les parents, abasourdis, jurent qu'ils n'étaient au courant de rien. Julie reconnaît vaguement que Camille lui avait parlé d'un garçon qu'elle trouvait mystérieux sans jamais donner de détails. Les enquêteurs, eux, redoutent le pire. Un prédateur profitant de l'innocence d'une adolescente. L'hypothèse d'une rencontre arrangée le soir de la fête prend de l'épaisseur. Dans le même temps, certains témoins sont réentendus. Plusieurs adolescents reviennent sur leur déclaration initiale. Amel, l'une des camarades de classe, admet qu'elle a vu Camille s'approcher du portail peu après minuit, comme si elle attendait quelqu'un. Un autre dit avoir aperçu une silhouette masculine dans la rue, à quelques mètres de là. Mais leurs souvenirs restent flous et leurs récits, influencés par la peur, manquent de précision. L'enquête piétine, chaque information semblant se dissoudre dans l'incertitude. La police explore aussi la piste du voisin, ce fameux Thomas, soupçonné d'avoir insisté auprès de Camille. Mais ses alibis paraissent solides. Les caméras de surveillance d'une station-service confirment sa présence à un autre endroit au moment supposé de la disparition. Pourtant, les enquêteurs gardent son nom dans leur dossier. Trop de contradictions, trop de regards insistants rapportés par ses camarades pour l'écarter totalement. Alors, au fil des jours, les fissures s'élargissent. La confiance s'effrite entre les proches, les amis, les voisins. Chacun se demande si l'autre ne détient pas une vérité tue, un détail oublié. Les parents, eux, oscillent entre espoir et désespoir. Le matin, ils partent coller de nouvelles affiches, harceler les médias, supplier les autorités de ne pas relâcher la pression. Le soir, ils s'enferment dans leur maison devenue oppressante, hantée par l'absence. Et c'est précisément dans cette atmosphère lourde, saturée de doutes et de rumeurs, qu'un nouvel élément inattendu va bientôt surgir. Un élément qui ne dissipera pas les incertitudes, mais qui les fera au contraire exploser, plongeant l'enquête dans une spirale encore plus inquiétante. L'affaire Camille Desforges, à peine une semaine après sa disparition, a déjà pris une ampleur qui dépasse les frontières de Marseille. Les médias nationaux s'en emparent. Sur les plateaux de télévision, les journalistes relaient ainsi l'histoire de cette collégienne de 15 ans volatilisée après une fête. Les gros titres se multiplient. Mystérieuse disparition à Marseille, une adolescente sans histoires introuvables. Dans les foyers français, son visage devient familier, symbole d'une jeunesse fragile exposée à tous les dangers. Mais pour les proches, cette médiatisation n'apporte qu'une maigre consolation. Chaque passage télévisé, chaque article de presse est un rappel brutal de l'absence. Les parents acceptent les interviews, les appels à témoins. Mais derrière les caméras, l'épuisement se lit sur leurs traits tirés. Ils s'agrippent à l'espoir. Mais les nuits, sans sommeil, creusent leur visage et rongent leur énergie. Le père, habituellement réservé, laisse parfois éclater sa colère. Contre l'inaction supposée des enquêteurs, contre les rumeurs blessantes, contre ce silence qui engloutit leur fille. L'enquête, elle, commence à prendre un tournant plus sombre. Les policiers obtiennent des analyses des conversations numériques retrouvées sur l'ordinateur de Camille. Le mystérieux correspondant en ligne, identifié sous le pseudonyme Alex 19, semble avoir joué un rôle déterminant.
Les échanges laissent deviner une relation entretenue depuis plusieurs semaines, marquée par des confidences, des encouragements, mais aussi des incitations à se retrouver loin des regards. Les experts tentent de remonter la trace de ce profil, mais découvrent rapidement qu'il s'agit d'un compte créé sous de fausses informations reliées à des connexions anonymisées. Ce détail glace les enquêteurs, c'est l'interlocuteur savait masquer son identité. Parallèlement, la piste de la voiture noire observée près de la maison refait surface. Des caméras de surveillance, situées à plusieurs carrefours du quartier, sont examinées. Sur l'une d'elles, un véhicule sombre apparaît brièvement, circulant à faible allure aux alentours de minuit 30. Le modèle reste indéterminé, mais cette présence concorde étrangement avec les témoignages. Les enquêteurs lancent un appel à témoins plus large, espérant que quelqu'un reconnaîtra le véhicule. Mais là encore, les informations s'éparpillent. Certains parlent d'une berline, d'autres d'un utilitaire. Rien n'est certain. Au sein de la famille, la peur se transforme peu à peu en cauchemar éveillé. La mère, épuisée, sombre dans une sorte de torpeur. Elle refuse parfois de manger, passe ses journées à fixer la fenêtre, persuadée que Camille va revenir. Le père, lui, s'accroche à l'action, il multiplie les démarches, contacte des associations, exige des réponses de la police. Mais ses colères répétées commencent à éroder sa relation avec les enquêteurs, qui le considèrent comme un père désespéré, incontrôlable. Dans leur rapport, certains agents évoquent une famille à fleur de peau, parfois difficile à gérer. Et puis, des événements inquiétants viennent accentuer la tension. Un soir, la mère reçoit un appel anonyme. Une voix masculine, étouffée, lui souffle quelques mots. « Camille est vivante, si vous vous taisez ». La ligne coupe aussitôt. Le numéro est introuvable, masqué. La police prend l'appel au sérieux, mais n'exclut pas une mauvaise blague, un de ces gestes cruels que certains anonymes s'amusent à commettre dans les affaires médiatisées. Pour les parents, c'est un choc supplémentaire, une lueur d'espoir mêlée à l'angoisse. La mère se met à croire que sa fille est toujours en vie, retenue quelque part. Le père, plus méfiant, redoute une manipulation. Dans la presse, les spéculations se multiplient. Des chroniqueurs évoquent la piste d'un réseau de prédateurs, d'autres parlent d'un enlèvement opportuniste. Les réseaux sociaux, eux, deviennent un terrain dangereux. Des internautes lancent des accusations contre des voisins, publient des théories infondées, désignent des coupables improvisés. Certains adolescents présents à la fête sont harcelés en ligne, soupçonnés sans preuve. La famille Desforges elle-même reçoit des messages haineux, les accusant de négligence. Dans ce climat délétère, l'escalade est palpable. La peur ne touche plus seulement les parents, mais tout un quartier, toute une communauté. Les enfants sont raccompagnés à l'école, les adolescents n'osent de plus sortir le soir. Dans les discussions, on répète cette phrase obsédante. Et si ça arrivait à la nôtre ? Pendant ce temps, les enquêteurs creusent une piste plus concrète. En recoupant les données, ils découvrent qu'un homme, déjà signalé pour tentative d'approche de mineurs dans la région, utilisait régulièrement de faux profils sur Internet. Son nom commence à circuler discrètement parmi les policiers. Mais aucune preuve directe ne le relie encore à Camille. L'affaire est fragile. Le moindre faux pas pourrait tout compromettre. À ce stade, une vérité s'impose. Il ne s'agit plus seulement d'une disparition inquiétante. Tout indique désormais que Camille a été enlevée, attirée par une promesse mensongère ou forcée dans l'ombre. Le doute n'existe plus, la peur, elle, s'installe définitivement. Et très vite, cette peur va se transformer en drame ouvert, car un nouvel élément, bien plus brutal encore, ne tardera pas à surgir. La 6e journée après la disparition de Camille marque un basculement brutal. Au petit matin, un appel parvient au commissariat de Marseille. Un jogger a découvert quelque chose d'étrange à la lisière d'un terrain vague, situé non loin de l'autoroute A7. Entre des herbes hautes et un vieux grillage rouillé, il a aperçu un vêtement froissé, abandonné dans la boue. Les policiers se rendent immédiatement sur place. Très vite, le doute n'est plus permis. Il s'agit de la robe fleurie que portait Camille le soir de la fête. Autour de la scène, un silence pesant s'impose. Les enquêteurs sécurisant le périmètre quadrillent la zone. La robe, maculée de terre et légèrement déchirée, est déposée dans un sac plastique par les techniciens en blouse blanche. Non loin, à quelques mètres, on retrouve une chaussure de sport, puis une seconde, à moitié dissimulée sous les broussailles, mais de la jeune fille, aucune trace. L'annonce parvient aux parents dans la matinée. Pour eux, c'est une claque terrible. La robe est immédiatement reconnue, une preuve tangible que leur fille a été entraînée de force, que sa disparition cache une agression. La mère s'effondre, inconsolable. Le père serre les poings, incapable d'accepter l'idée que sa fille ait pu subir un tel sort. Dans la maison des Desforges, les pleurs, les cris et le silence alternent en un cycle infernal. Les analyses de la robe révèlent rapidement des éléments troublants. Des traces biologiques sont prélevées, un mélange de fibres, de sang et surtout un ADN masculin partiellement exploitable.
Pour les enquêteurs, c'est la première avancée concrète. Désormais, l'affaire ne laisse plus place au doute. Il s'agit d'un crime. Mais lequel? Une agression sexuelle? Un enlèvement suivi de violence? Les hypothèses se bousculent. Dans les médias, l'impact est immédiat. Les journaux parlent d'un tournant glaçant, d'une découverte macabre. Le visage de Camille, jusqu'alors symbole d'espoir, devient celui d'une victime. Les chaînes d'information diffusent en boucle les images du terrain vague, filmées à distance, commentées par des experts invités. L'opinion publique est secouée, les réseaux sociaux s'embrasent, les messages de soutien affluent, mais aussi les spéculations les plus sombres. Sur le terrain, la police élargit ses recherches. Des chiens pisteurs sont dépêchés, guidés par l'odeur des vêtements. Ils s'engagent dans les friches industrielles voisines, longent les talus, fouillent les buissons. À plusieurs reprises, ils marquent un arrêt, mais les traces semblent s'interrompre brutalement près d'une route secondaire. Pour les enquêteurs, cela signifie probablement que Camille a été transportée en voiture. L'hypothèse de la berline noire revient avec insistance. Parallèlement, un nouvel interrogatoire est mené auprès de Thomas, le voisin déjà cité dans l'enquête. Les policiers cherchent à savoir s'il possède un véhicule correspondant aux descriptions. Le jeune homme nie, une nouvelle fois, toute implication. Mais son attitude nerveuse intrigue. Ses parents confirment son emploi du temps, mais des incohérences persistent dans les horaires. Faute de preuves irréfutables, il est relâché. Pourtant, son nom reste étroitement lié au dossier. Le soir, une veillée est organisée par les proches au pied du collège de Camille. Des dizaines de bougies illuminent les marches, des fleurs s'amoncellent, des pancartes affichent son portrait. Les camarades, bouleversés, chantent doucement une chanson en son honneur. Mais derrière la solidarité apparente, la peur est palpable. Tous savent désormais qu'il ne s'agit plus d'une simple disparition. Tous comprennent que Camille est victime d'un acte violent. Dans la presse locale, un mot apparaît pour la première fois, prédateur. Les journalistes y s'interrogent. Camille a-t-elle croisé un inconnu qui rôdait? A-t-elle été piégée par quelqu'un qu'elle croyait connaître? Les spéculations nourrissent la psychose. Les parents des autres adolescents interdisent désormais les sorties nocturnes. Les rues se vident le plus tôt. La ville entière semble sur ses gardes. Les enquêteurs, eux, redoublent d'efforts. L'ADN retrouvé sur la robe est comparé à la base nationale. Les résultats mettent en évidence un profil masculin, déjà connu pour des faits de violence sexuelle sur mineurs, commis il y a plusieurs années dans une autre région. L'homme, récemment sorti de prison, réside non loin de Marseille. Son nom surgit comme une alarme. Pour les policiers, une course contre la montre commence. Alors que l'enquête prend ce tournant décisif, une question demeure obsédante. Camille est-elle encore en vie? La découverte des vêtements laisse craindre le pire, mais l'absence de corps entretient une lueur d'espoir. Chaque heure compte désormais, chaque piste peut faire basculer le destin de l'adolescente. Et tandis que la police resserre l'étau autour d'un suspect, l'enquête s'apprête à entrer dans une phase cruciale où chaque détail peut révéler la vérité ou au contraire brouiller définitivement les pistes. L'enquête connaît, à ce stade, un basculement décisif. La découverte de la robe de Camille et des traces d'ADN a ouvert une brèche que les policiers s'empressent d'explorer. La brigade criminelle de Marseille, renforcée par des experts venus de Paris, s'installe dans un rythme effréné. Chaque heure compte. La question qui obsède tous les enquêteurs est simple. Camille est-elle encore vivante? Les premiers résultats d'analyse orientent rapidement les soupçons vers un homme, Franck Morel, 43 ans, déjà condamné dans les années 2000 pour agression sexuelle sur mineurs. Sorti de prison, depuis 3 ans, il vivait dans une petite commune du Vaucluse, travaillait comme intérimaire dans des entrepôts et passait inaperçu. Son profil inquiète, solitaire, discret, mais avec un lourd passif judiciaire. Les enquêteurs décident de l'interpeller pour l'entendre. L'arrestation se fait au petit matin devant la presse locale, les policiers restent discrets, parlent simplement d'un homme entendu dans le cadre de l'affaire. Mais en coulisses, la tension est palpable. Placé en garde à vue, Morel nie tout en bloc. Il dit ne pas connaître Camille, affirme qu'il n'a jamais mis les pieds dans ce quartier de Marseille. Pourtant, les enquêteurs disposent d'un premier élément troublant. Son véhicule, une berline sombre, correspond à la description faite par plusieurs témoins. Dans les locaux de la police, les auditions s'enchaînent. On l'interroge sur ses déplacements le soir du drame. Il raconte qu'il était seul, chez lui, devant la télévision. Mais aucun voisin ne confirme cette version. Les enquêteurs fouillent son domicile. Ils y trouvent aussi plusieurs téléphones portables, des cartes SIM prépayées, un ordinateur contenant des dizaines de conversations en ligne avec des adolescentes. Parmi elles, un échange attire immédiatement l'attention. Une correspondance avec une certaine Camille D, datée de quelques jours avant la disparition. Pour les policiers, le piège se resserre. Pourtant, Morel continue de nier. Il affirme que les conversations étaient montages virtuelles, qu'il n'a jamais rencontré la jeune fille. Il accuse les enquêteurs de vouloir lui coller une affaire qu'il n'a pas commise. Ses avocats, contactés en urgence, dénoncent une chasse aux sorcières,
une volonté d'instrumentaliser son passé judiciaire. Pendant ce temps, les analyses ADN se poursuivent. Les prélèvements effectués sur la robe de Camille révèlent un profil génétique partiel, mais suffisant pour établir une compatibilité avec celui de Morel. Les experts restent prudents. Il ne s'agit pas d'une preuve absolue, mais la concordance est forte. La garde à vue est prolongée. En parallèle, les policiers reprennent un à un les témoignages des adolescents présents à la fête. Julie, la meilleure amie de Camille, raconte avoir surpris un échange étrange sur le téléphone de la disparue quelques jours avant le drame. Camille semblait nerveuse comme si elle attendait quelque chose. Amel confirme. Le soir de la fête, elle l'a vue se tenir près du portail, jetant des regards vers la rue. Ces détails renforcent l'hypothèse d'un rendez-vous arrangé. Pourtant, une difficulté demeure. Aucune trace de Camille n'a encore été retrouvée, malgré les battues, malgré les recherches intensives. Les chiens pisteurs ont suivi des pistes jusqu'à une route nationale, puis plus rien. Les enquêteurs en sont convaincus. Elle a été transportée en voiture, mais où? Et surtout, est-elle encore en vie? Dans la presse, l'arrestation de Morel fait l'effet d'une bombe. Les journaux titrent sur le prédateur récidiviste, l'ogre du Vaucluse. Les débats s'enflamment autour de la récidive, de la dangerosité des criminels sexuels. La famille de Camille, elle, vit dans un mélange d'angoisse et de rage. Pour le père, l'affaire est claire, Morel est coupable. La mère, elle, s'accroche à un mince espoir. Peut-être détient-il la clé pour retrouver sa fille vivante. Mais au fil des jours, l'enquête s'enlise dans des contradictions. Si Morel correspond au profil idéal du suspect, certaines incohérences troublent les policiers. Son téléphone portable, géolocalisé, semble indiquer qu'il n'était pas dans le secteur exact à l'heure critique. Son véhicule, bien qu'ayant la même silhouette que celui décrit, n'a pas été formellement identifié par les caméras de surveillance. Les enquêteurs se divisent. Certains veulent concentrer toutes les forces sur Morel, convaincus qu'il est à l'auteur. D'autres redoutent une erreur judiciaire, un emballement médiatique qui pousserait à condamner un homme trop vite, sans preuve irréfutable. Et puis, au milieu de ces tensions, un nouvel élément surgit. Un témoin anonyme contacte la police. Sa voix est hésitante, son récit fragmenté. Il dit avoir aperçu dans la nuit de la disparition une silhouette féminine à l'arrière d'un véhicule semblant se débattre juste avant que la voiture ne disparaisse vers les collines de l'Estac. Ce témoignage, s'il est vrai, ouvre une piste nouvelle, mais il est tardif, imprécis. Les enquêteurs hésitent, simple affabulation ou pièce manquante du puzzle. À ce stade, l'enquête ressemble à un labyrinthe. Chaque indice ouvre une porte, mais derrière se cachent encore plus de questions. La peur initiale a laissé place à une obsession. Retrouver Camille, vivante ou morte. Car plus les jours passent, plus la probabilité d'un dénouement heureux s'amenuise. Et alors que l'espoir s'accroche à ce témoignage tardif, une révélation inattendue va bientôt bouleverser complètement la direction de l'enquête. Les enquêteurs, déjà tendus par l'absence de résultats concrets, voient leur travail chamboulé par une découverte inattendue. Alors que l'instruction s'oriente presque exclusivement vers Franck Morel, le suspect récidiviste, un rapport de police scientifique tombe. Une nouvelle analyse ADN réalisée sur l'une des chaussures de Camille retrouvée dans le terrain vague ne correspond pas à Morel. L'empreinte génétique est celle d'un autre homme inconnu des fichiers. Cette révélation provoque une onde de choc. L'enquête, jusque-là orientée vers un coupable idéal, vacille. Les policiers doivent admettre qu'ils se sont peut-être enfermés dans une fausse piste. L'ADN retrouvé sur la robe pouvait appartenir à Morel, mais celui de la chaussure prouve qu'une autre personne est intervenue. Deux hommes différents liés à la disparition de Camille. L'hypothèse d'un enlèvement collectif surgit, glaçante. Au commissariat, les auditions reprennent. Morel, accablé par la pression médiatique, continue de nier. Ses avocats crient à l'acharnement. Mais les enquêteurs découvrent un élément troublant. Son ordinateur contient plusieurs échanges avec d'autres individus fréquentant des forums obscurs. Des conversations évoquent des rencontres discrètes, des soirées où des mineurs seraient bien présentes. L'idée qu'il ait pu être en lien avec d'autres prédateurs se renforce. Pendant ce temps, une piste inattendue se dessine. L'exploitation d'une caméra de surveillance, jusque-là négligée, révèle la silhouette d'une voiture noire passant à proximité du lieu où la robe a été retrouvée. Peu après minuit 30, à l'arrière du véhicule, une forme indistincte, peut-être un corps affaissé. L'immatriculation est partiellement lisible. Après recoupement, la police identifie le propriétaire, un certain Karim B, trentenaire marseillais, déjà connu pour des affaires de stupéfiants et de violence. Convoqué, Karim nie lui aussi toute implication. Mais les enquêteurs découvrent que son téléphone bornait exactement dans la zone du terrain vague cette nuit-là. Mieux encore, son ADN correspond à celui retrouvé sur la chaussure de Camille. Cette fois, le doute n'est plus possible. Il était bien présent au moment critique. Interrogé longuement, Karim finit par lâcher une première phrase qui glace les enquêteurs. « J'étais là, mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas moi. »
Ses déclarations deviennent confuses. Il affirme avoir vu Camille, reconnaît qu'elle était avec un autre homme, mais refuse de dire qui. Les policiers comprennent qu'il cache une complicité, un nom qu'ils redoutent de prononcer. La thèse d'un réseau, ou du moins d'une association criminelle, prend forme. La confrontation entre Karim et Morel est organisée. Assis face à face, les deux hommes s'observent en silence, visiblement conscients de partager un secret inavouable. Morel soutient qu'il n'a jamais vu Karim, qu'il ne le connaît pas. Karim, lui, baisse les yeux, évite les regards. Les enquêteurs perçoivent de la tension, mais aucun n'avoue. Pourtant, la vérité est là, suspendue entre leur silence. Dans les médias, l'affaire explose. Les journaux parlent désormais d'un duo monstrueux, d'un possible réseau criminel. Les familles ayant des victimes passées de Morel témoignent. Les avocats des deux suspects s'accusent mutuellement de manipulation. Le pays entier suit chaque rebondissement, captivé et horrifié. Mais c'est un nouvel élément qui va tout faire basculer. En fouillant le téléphone de Karim, les enquêteurs découvrent une série de photos floues prises la nuit de la disparition. Parmi elles, une image insoutenable. Camille, reconnaissable à sa robe fleurie, apparaît dans l'habitacle de la voiture. Elle semble apeurée, ses yeux fixant l'objectif comme un appel à l'aide muet. Cette photographie, à elle seule, balaie les derniers doutes. Les deux hommes sont liés, et Camille a bien été retenue contre son gré. Pour les parents, la nouvelle est un coup de poignard. Voir leur fille dans cette situation est insupportable. Mais c'est aussi la preuve qu'elle était encore vivante après la fête. Un espoir fou renaît. Peut-être est-elle toujours en vie quelque part. Les policiers, galvanisés, redoublent d'efforts, les perquisitions s'élargissent, des planques y sont montées, les proches de Karim et Morel sont entendus. Peu à peu, un scénario glaçant se dessine. Camille aurait été attirée par Morel via Internet, puis remise entre les mains de Karim. Mais pourquoi? Dans quel but? L'idée d'un trafic sordide, d'une exploitation organisée commence à hanter les enquêteurs. Chaque heure compte désormais car derrière ces révélations, une certitude s'impose. Si Camille est encore vivante, elle est en danger de mort imminent. Et c'est dans cette atmosphère de tension extrême, alors que les policiers croient enfin approcher la vérité, qu'un retournement inattendu va bouleverser l'enquête et plonger tout le pays dans l'effroi. Après des mois d'enquête, d'arrestations et d'interrogatoires interminables, l'affaire Camille Desforges arrive enfin devant la justice. L'émotion est immense, car le procès est devenu un événement national. Les chaînes d'information installent leurs caméras devant le palais de justice de Marseille. Les journalistes campent dès l'aube pour couvrir chaque étape de cette affaire qui a bouleversé tout un pays. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est lourde. Les bancs du public sont bondés, journalistes, familles, curieux, associations de défense des victimes. À l'avant, les parents de Camille s'installent, main dans la main. Leurs visages portent les stigmates de l'épreuve. Cernes profonds, regards perdus, corps amaigris par l'attente. Mais dans leurs yeux brille une détermination farouche. Obtenir justice pour leur fille. Les deux accusés prennent place dans le box, encadrés par des gendarmes. Franck Morel, le récidiviste au passé trouble, garde la tête basse. Karim B, le trentenaire marseillais dont le téléphone a trahi la présence sur les lieux, fixe droit devant lui, le visage fermé. Entre eux, aucune parole, aucun regard. Mais pour tous les observateurs, leur silence en dit long, deux hommes réunis dans une affaire qui dépasse l'imaginable. Le président du tribunal ouvre les débats, les chefs d'accusation sont lourds. Enlèvement, séquestration, violences aggravées, homicide volontaire. Les mots résonnent dans la salle, glaçants, implacables. Chaque terme rappelle la brutalité des faits, l'horreur de ce qui est reproché aux deux hommes. Le ministère public prend la parole en premier. Le procureur déroule les éléments de l'enquête, la robe maculée, l'ADN retrouvé, les témoignages des adolescents, la photographie retrouvée dans le téléphone de Karim. Sur un écran géant, la fameuse photo de Camille dans la voiture est projetée. Un frisson parcourt la salle. La mère éclate en sanglots, son mari l'entoure de ses bras. Les jurés, eux, restent pétrifiés devant cette image, preuve tangible de l'horreur. Puis vient le temps des témoins. Julie, la meilleure amie de Camille, s'avance à la barre. Sa voix tremble, ses mains se crispent, mais elle raconte avec précision les derniers instants où elle a vu Camille. Elle évoque son amie nerveuse, ses regards vers la rue, ses secrets qu'elle ne partageait pas. Le père de famille, lui, témoigne de ses recherches frénétiques, de ses nuits sans sommeil, de sa colère face aux lenteurs de l'enquête. Ses mots sont bruts, déchirants. « Je veux juste savoir pourquoi. Pourquoi ma fille ?» La défense, de son côté, tente de fissurer le dossier. Les avocats de Morel dénoncent une enquête orientée, un acharnement contre leur client en raison de son passé. Ils pointent les incohérences dans la géolocalisation, les incertitudes sur l'heure exacte de la disparition. Ceux de Karim, eux, cherchent à minimiser sa responsabilité. Oui, son ADN a été retrouvé, mais rien ne prouve qu'il ait porté le coup fatal. Ils insinuent
qu'il aurait été un simple témoin passif, embarqué malgré lui dans un engrenage qu'il ne contrôlait pas. Les accusés sont invités à s'exprimer. Morel, d'une voix éteinte, répète qu'il n'a rien fait, qu'il a seulement discuté avec Camille en ligne. Karim, lui, reste plus ambigu. Il admet avoir vu la jeune fille, mais nie toute violence. Ses paroles sèment le doute, mais ses contradictions constantes le rattrapent. Les jurés attentifs notent ses hésitations, ses trous de mémoire, ses explications changeantes. Au fil des jours, le procès devient une véritable scène de confrontation entre vérité et mensonge, entre douleur et stratégie judiciaire. Les experts viennent déposer, généticiens, psychiatres, spécialistes du numérique. Tous renforcent l'impression d'un piège tendu à une adolescente vulnérable, orchestré par deux hommes que tout oppose mais que le crime a réunis. Enfin vient le temps des plaidoiries. Le procureur, dans un réquisitoire implacable, décrit Camille comme une enfant happée par la cruauté, manipulée, détruite par deux prédateurs sans remords. Il réclame la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité. Les avocats de la défense plaideront la prudence, l'absence de preuves directes sur le décès de la jeune fille, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ils demandent l'acquittement pour Morel, une peine réduite pour Karim. Le silence tombe lorsque le jury se retire pour délibérer. Les heures semblent interminables, les parents de Camille, immobiles, attendent comme on attend un verdict de vie ou de mort. Dans la salle, le public retient son souffle. Puis les jurés reviennent, le président lit la décision. Coupable. Franck Morel et Karim B sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortis d'une période de sûreté de 22 ans. La salle explose en murmures. La mère de Camille s'effondre, le père ferme les yeux, un mélange de soulagement et de douleur sur le visage. La justice est passée. Mais pour eux, rien ne ramènera leur fille. Et pourtant, même au terme de ce procès, une question demeure suspendue dans l'air. Où est Camille ? Son corps n'a jamais été retrouvé. Ce mystère, insoutenable, continue de hanter la famille et les enquêteurs, laissant une plaie béante malgré le verdict. Le tribunal se vide peu à peu. Les condamnés sont escortés hors de la salle, menottés, impassibles. Dans les couloirs, les caméras s'approchent des parents. La mère, d'une voix brisée, lâche une phrase qui résonnera longtemps. « Nous avons obtenu justice, mais pas la vérité. » Et au-delà du verdict, ce drame laisse derrière lui des cicatrices tant profondes qui marqueront durablement une famille, un quartier et tout un pays. Les années qui suivent le procès de Franck Morel et de Karim B sont marquées par un silence lourd, presque pesant. La justice a rendu son verdict, la société a désigné des coupables, mais pour la famille Desforges, l'absence demeure. Camille n'est pas revenu et son corps n'a jamais été retrouvé. Ce vide, cette incertitude définitive, est la pire des condamnations pour des parents qui n'ont même pas eu le droit au deuil complet. Dans le pavillon de la périphérie nord de Marseille, la chambre de Camille est restée intacte. Les posters au mur, les cahiers de cours, les romans adolescents posés sur l'étagère, tout est figé dans un temps suspendu. Sa mère s'y rend presque chaque jour, s'assoit au bord du lit et caresse la couverture, comme pour conjurer le silence. Son père, lui, s'est plongé dans l'action. Il a rejoint une association de familles de disparus, multiplié les prises de parole dans les médias, exigeant des réformes sur la surveillance des prédateurs sexuels et sur les procédures d'alerte. Dans ses discours, la colère est toujours là, mais elle s'est transformée en combat. Le quartier, lui aussi, a changé. La fête d'anniversaire où Camille avait disparu reste dans toutes les mémoires. Les adolescents qui y étaient présents, devenus adultes, portent encore le poids de cette nuit. Certains racontent qu'ils n'ont jamais cessé de culpabiliser, de se demander s'ils auraient pu voir, entendre, agir autrement. Julie, la meilleure amie, s'est longtemps reprochée de n'avoir pas insisté davantage pour savoir à qui Camille écrivait ce soir-là. Amel, l'autre camarade, avoue aujourd'hui que cette affaire a marqué son adolescence d'une peur durable, celle de l'inconnu, celle des promesses dangereuses. Marseille, ville souvent secouée par les faits divers, garde une trace particulière de cette disparition. Pendant des années, des bougies ont continué de brûler au pied du collège de Camille. Les habitants évoquent encore son prénom avec une gravité respectueuse. L'affaire a été évoquée dans des conférences sur la protection de l'enfance, dans des débats parlementaires, dans des documentaires télévisés. Elle est devenue un symbole, celui de l'innocence brisée par la prédation et par les failles d'un système judiciaire incapable de prévenir la récidive. Pour la mère de Camille, pourtant, le mot justice reste difficile à prononcer. Lorsqu'elle se tient devant une caméra ou face à des élèves dans les écoles où elle intervient désormais, elle rappelle inlassablement que condamner deux hommes n'efface pas la douleur de ne pas savoir. Car l'absence de corps, l'absence de vérité complète, maintient une part de doute, une brèche ouverte où se loge parfois un espoir fou, parfois une souffrance insoutenable. Tant que je n'ai pas pu la ramener à la maison, je ne peux pas tourner la page, répète-t-elle. Les médias, eux, ont fini par passer à d'autres affaires.
Mais chaque anniversaire de la disparition ravive brièvement l'intérêt. Des articles rappellent le drame, des photographies ressurgissent. Toujours la même, celle d'une adolescente souriante en robe simple quelques semaines avant sa disparition. Les journalistes interrogent les parents qui répètent les mêmes mots avec une voix de plus en plus éteinte. « Nous voulons juste savoir ». Dans les écoles de Marseille, dans les associations de prévention, le nom de Camille est cité comme un exemple tragique. On raconte son histoire aux adolescents pour les mettre en garde contre les dangers des rencontres en ligne, contre les pièges tendus par des adultes manipulateurs. Son destin sert de leçon, parfois brutale, mais nécessaire. Et puis, il y a ce souvenir collectif, ce frisson qui persiste, celui d'une jeune fille de 15 ans partie pour une fête banale et jamais revenue. Un destin brisé qui rappelle la fragilité de la jeunesse, l'importance de la vigilance, mais aussi l'impuissance des familles face à l'inattendu. Dans leur salon, les parents de Camille conservent encore l'album photo de leur fille. Ils le feuillettent parfois à voix basse, en se souvenant de son rire, de ses rêves, de sa douceur. Chaque image est un fragment de vie figée, une résistance contre l'oubli. Car au-delà des verdicts, des débats et des leçons, il reste une évidence simple et déchirante. Camille n'est plus là. Et c'est peut-être là l'héritage le plus cruel de ce drame. Un nom gravé dans la mémoire collective, une silhouette absente qui hante encore les couloirs du temps et une question suspendue à jamais qui ne trouvera sans doute jamais de réponse. Où est Camille ?